Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bonjour, merci de nous rejoindre sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, notre invité, le sénateur Kedler Augustin. Avec lui, nous allons parler politique, nous allons parler bien sûr du remaniement du cabinet ministériel. Les consultations sont en cours, c'est officiel, l'exécutif l'a dit. Et déjà, il y a beaucoup de débats sur cet éventuel remaniement au sein du Parlement. Des organismes de droits humains en parlent, des organisations de la société civile également, et même des citoyens formulent leur opinion sur la question. Et avec Kedler Augustin, nous allons aborder aussi d'autres dossiers comme l'amendement constitutionnel. Sénateur, bonjour et merci de répondre à l'invitation de Métropole. Merci Georges et merci pour l'invitation d'ailleurs. J'en profite pour saluer la population haïtienne qui suit cette émission qui sur Télémétropole et en même temps sur Radio Métropole. Et j'ai une salutation particulière pour les gens du Nord-Ouest qui m'ont élu pour les représenter au Sénat de la République. Le plaisir est à moi d'être avec vous. Sénateur, on commence rapidement par ce dossier d'actualité, le remaniement ministériel. D'abord, on commence avec cette petite question, êtes-vous pour ? Bon, c'est extrêmement difficile quand vous savez que je représente un groupe de sénateurs qui supportent l'action gouvernementale et je suis le président du bloc de la majorité. Je dois vous dire que sincèrement, la question est agitée au niveau des sénateurs du groupe de la majorité qui croient fermement qu'il faut quand même certains changements au niveau de ce gouvernement. Donc, pour nous autres, comme j'ai répondu déjà à cette question sur plusieurs autres stations de radio de la capitale, nous disons que nous avons entendu parler de ce remaniement. Le président, en tant qu'ami, m'en a parlé également, mais formellement avec le groupe de la majorité. Et il n'y a pas encore eu de consultation. Donc, ce que je dois dire, c'est que constitutionnellement, je crois que le président a cette faculté d'initier un processus de changement de son gouvernement dès lors qu'il est en accord avec son Premier ministre. Et il peut décider également de l'intensité de ce remaniement, c'est-à-dire va-t-il opérer un remaniement en profondeur, aller jusqu'à renverser le Premier ministre, le chef du gouvernement, ou changer quelques ministres pour apporter du sang neuf aux actions de ce gouvernement. Mais cependant, je l'avais dit, nous autres, au niveau du Sénat, en tant que co-dépositaires de la souveraineté nationale, nous avons la possibilité également de provoquer des changements au sein de ce gouvernement. Ce qui signifie qu'en termes clairs, mis à part mon amitié avec le président de la République, en tant que président du groupe de la majorité, le président peut décider de changer certains ministres et nous autres, avec le pouvoir que nous avons, nous pouvons à n'importe quel moment interpeller d'autres ministres que nous n'estimons pas suffisamment performants dans l'exercice de leurs fonctions pour apporter les corrections nécessaires. Autrement dit, je crois que pour nous autres, tout le temps que le président ne se rend pas compte qu'il doit s'asseoir avec nous autres pour nous expliquer, prendre nos doléances également, nous ne pouvons pas parler de remaniement. Justement, j'allais vous poser la question. Du remaniement du cabinet ministériel, on en parle. Il y a quand même quelques semaines. Et à l'heure qu'il est, le président de la République n'a pas encore consulté le bloc majoritaire au Sénat de la République dont vous êtes le président. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un petit impair politique de la part du chef de l'État? Pour moi, c'est un grand impair parce que nous sommes un bloc politique. Aucun gouvernement ne peut survivre sans le support d'une majorité qui lui est solidaire au niveau du Parlement, que ce soit au niveau de la Chambre des députés, que ce soit au niveau du Sénat. Je crois que ça doit être considéré comme un impair parce que de l'avis de plus d'un au niveau du bloc de la majorité, nous sommes unanimes à reconnaître la nécessité de cet éventuel amendement. Cependant, ce n'est pas que nous voulions indiquer au président les changements qui sont nécessaires, mais cependant, en tant que
sénateurs qui supportent l'action du gouvernement, nous sommes en mesure également d'indiquer au président, d'exprimer au président nos points de vue sur la gestion de son gouvernement. Mais Kedler, Augustin, vous êtes un expert en droit constitutionnel, vous êtes constitutionnaliste, vous vous présentez toujours comme cela, parce que c'est un fait que vous l'êtes. Et pourquoi est-ce que vous laissez la politique prendre le pas sur l'homme qui connaît bien ce que dit la Constitution? Parce qu'en fait, ce n'est pas une opinion nécessairement politique que j'ai émise. Je crois que c'est une opinion constitutionnelle. Parce qu'en fait, le droit constitutionnel, c'est le droit de la politique, justement. Et on ne peut pas réfléchir en matière de droit constitutionnel sans tenir compte de la réelle politique. La réelle politique, c'est qu'en fait, le gouvernement n'est que l'émanation du Parlement, même si en fait, c'est le président qui choisit. Mais étant donné que dans cette même constitution, pour monter le gouvernement, le Parlement est en amont. Pour jeter le gouvernement, le Parlement peut se trouver en aval également. Donc, ce pouvoir qui est conféré au Parlement de pouvoir inviter, convoquer et interpeller et finalement adresser une motion de censure à un ministre, un membre du gouvernement ou le chef du gouvernement, ça rend le président ça met le président dans une situation de rechercher constamment une certaine solidarité au niveau de ce Parlement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution qui donne cette attribution. Si on veut changer cet état de fait, au niveau de l'amendement, la question sera certainement agitée. Mais à l'état actuel de notre législation, de notre Constitution, de notre droit constitutionnel, nous croyons qu'il est nécessaire qu'il y ait que l'exécutif ait une certaine assise au Parlement. Il doit pouvoir compter sur une majorité qui lui est solidaire s'il veut gouverner dans la stabilité. Donc, à partir de ce moment, je me suis dit qu'un homme, un politicien, un chef d'État doit se rendre compte de cette réalité et prendre les mesures qui s'imposent pour éviter tout problème à l'avenir. Vous avez effleuré la question tout à l'heure. Ce remaniement sera-t-il un remaniement en profondeur, superficiel ou partiel? Du haut de votre lieu de sénateur, de réputé proche du pouvoir, vous aimeriez que cela se fasse en profondeur ou partiellement? Et à mon avis, au niveau du Sénat, nous avons analysé quelques faiblesses au niveau de ce gouvernement. Le problème est patent et la population en parle également. Nous voyons un président hyper déterminé, des fois trop sûr de lui-même, qui va avec des ambitions quelquefois qui ne sont pas en rapport avec ses capacités réelles au niveau économique. Et nous voyons également un président qui se connaît dans des domaines très techniques et qui essaye de respecter les engagements qu'il avait pris au niveau de la population et qui essaie même de corriger certaines lacunes de cette constitution qui fait d'un président un personnage honorifique qui a fait des promesses et qui n'a pas les leviers de commande de l'action gouvernementale pour délivrer la marchandise au fait lors des campagnes électorales. Et à partir de ce moment, nous avons compris, comme beaucoup de présidents l'ont fait, un président a toujours besoin d'un Premier ministre qui ne lui fait pas écran, un Premier ministre qui est un fin collaborateur pour que lui, il puisse respecter les promesses qu'il a faites. À partir de ce moment, il y a beaucoup de critiques sur le Premier ministre qui n'est pas suffisamment visible, dont on dit qu'il ne se connaît pas trop en politique, mais cependant, je suis assez réaliste pour reconnaître qu'à l'état actuel du droit constitutionnel, selon les provisions constitutionnelles que nous avons actuellement, un Premier ministre trop arrogant qui s'aviserait de faire écran au président de la République pourrait être un élément de blocage également, un élément d'instabilité au niveau de la mise en œuvre de l'action gouvernementale ou des politiques publiques. Donc, à mon avis, le problème se trouve surtout au niveau des ministères sectoriels qui ont rapport avec des services, avec la population. Je parle évidemment, je peux citer quelques-uns, au niveau de santé, au niveau justice, au niveau éducation, au niveau agriculture. Donc, je ne vais pas donner canet à quiconque, mais nous avons des secteurs que nous estimons qui ne marchent pas véritablement. Donc, de toute façon, comme il n'y a pas encore, on a eu une première rencontre qui a été avortée avec le groupe de la majorité. C'est certain, d'ici demain, je vais convoquer une rencontre encore avec le groupe de la majorité
pour que quand je prenne la parole au nom de la majorité, j'ai la conviction que je suis en train de dire ce que pense effectivement la majorité. Évidemment, je suis président de cette majorité, mais pour adopter une position commune, il faut que j'obtienne l'avis de tous les sénateurs pour voir la médiane, et à partir de ce moment, je peux communiquer à partir de cette médiane qui serait peut-être la constante des points de vue exprimés par les différents sénateurs qui forment le bloc de la majorité. De notre lieu de journaliste, nous n'avons pas le droit de le faire, de juger, de donner une note au gouvernement, aux différents membres du gouvernement, mais il y a des gens qui le font. Par exemple, vous venez de dire tout à l'heure qu'il y a certains ministères qui seraient amorphes, qui seraient inexistants. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre l'inexistence de ces ministères-là sur le compte de l'incompétence des ministres? Ce qui m'amène à vous poser cette question. Est-ce que là, la responsabilité n'est pas partagée lorsqu'on sait que c'est le Parlement qui avait en grande partie donné, proposé, suggéré des ministres au sein du gouvernement? Donc le Parlement a des représentants au sein du gouvernement. Le gouvernement, s'il a échoué, s'il ne donne pas de résultats, est-ce que là, la responsabilité n'est pas partagée? La responsabilité peut être partagée, mais cependant, je dirais que la considération que vous venez de faire exprime encore la nécessité pour le président de s'asseoir avec le Parlement et de dire en face de ses sénateurs les quatre vérités. Donc je crois que tout doit se faire dans le dialogue. Si le président estime que certains ministres ou certains directeurs généraux, certains membres de ce gouvernement qui lui auraient été proposés par des sénateurs ne sont pas performants, il appartient au président de s'asseoir avec ces mêmes sénateurs pour traiter la question et prendre les décisions qui s'imposent. Aller seul en besogne, je crois que ça risque de compromettre la stabilité qui sera nécessaire pour que le nouvel gouvernement qu'il voudrait mettre en place soit effectif et efficace. Est-ce que vous insinuez que dans le cas où, au cas où le président se serait avisé de ne pas s'asseoir avec le bloc majoritaire, vous allez tomber dans l'opposition? Et moi, personnellement, je n'ai pas de position particulière en tant que sénateur, mais en tant que président du groupe de la majorité, je serais bien obligé d'épouser la position de la majorité. Je peux vous dire que selon la réelle politique haïtienne, si le président s'avise à faire cavalier seul, les sénateurs n'ont d'autre choix que de lui laisser le champ libre pour faire cavalier seul. Et à partir de ce moment, donc, je présume... Passer à l'opposition? Oui, je ne dis pas qu'il faut passer à l'opposition, il faudrait falloir que j'obtienne l'avis des sénateurs pour le dire, parce que je sais nous avons un groupe de sénateurs qui croient dans la vision du président. Nous sommes un groupe de sénateurs diversifiés, qui viennent d'horizons différents. C'est-à-dire qu'il y a des sénateurs qui viennent de Vérité, qui viennent de Unité, des sénateurs qui viennent d'Haïti en Action, de KID, de Consortium, de FRN et de Consortium, exactement. Jean-Rigaud Bélizère, je pense à lui évidemment. Donc pour moi, à bien écouter les sénateurs, nous sommes là parce que nous estimons que la vision qu'il a est bonne pour le pays et nous estimons qu'il est de bonne foi également. Donc nous nous sommes mis ensemble pour le supporter. Mais cependant, il y a une manière de faire. Nous sommes des sénateurs à part entière, des co-dépositaires de la souveraineté nationale. Si nous estimons que le président est sur le bon chemin et que nous décidons de l'accompagner en tant que sénateur, parce que la majorité n'est pas constituée seulement de sénateurs issus du même parti politique que le président, c'est-à-dire du PHTK. Le président devrait en tenir compte pour accepter qu'il a une grande chance également dans cette turbulence politique que nous enregistrons depuis ces dernières années, qu'il puisse disposer d'une majorité qui lui est solidaire, qui lui fait confiance sur la bonne foi. Mais cependant, au niveau de la majorité également, nous sommes des sénateurs de la République qui avons pris des engagements du côté de la population. Il y a le côté moral également, il y a le respect également. Le président doit respecter les sénateurs de la majorité pour comprendre qu'il doit diriger avec eux s'il veut continuer à compter sur la solidarité de cette majorité. L'opinion publique juge malsaine, pernicieuse, cette logique de représentation du Parlement au sein du gouvernement, d'autant que dans la Constitution,
il est clair que vous avez un pouvoir de contrôle. Quelle est votre réponse à cette question, sénateur? Et je dirais que ça, ce sont des discussions qui sont utiles dans le cadre d'une perspective d'amendement de la Constitution. Autrement dit, la population veut faire un saut pour sortir de ce régime parlementaire non rationalisé et déséquilibré pour aboutir à un régime qu'il n'a pas encore défini. Mais je peux vous dire que au niveau des réflexions que nous avons entamées sur l'éventualité de l'amendement de la Constitution, la question a été agitée également pour nous autres. Est-ce qu'il fallait opérer un amendement minimal, c'est-à-dire un amendement superficiel qui ne va pas remettre en question la structure politique du pays, ou bien un amendement maximal, c'est-à-dire aller jusqu'à remettre en question le régime politique? Une façon pour moi de vous dire que ce que vous dites est le régime politique qui est en cours. Donc à partir de ce moment, si effectivement les réflexions portent à croire que ce mélange des fois, cette mixion du législatif dans la mise en œuvre de l'action gouvernementale est préjudiciable à la démocratie et au progrès du pays, c'est l'opinion de beaucoup d'autres sénateurs également, et c'est mon opinion également. Je me sentirais vraiment plus à l'aise dans ma fonction de contrôle que d'être impliqué dans la mise en œuvre de l'action gouvernementale, et à plusieurs points de vue. Donc, je crois que la question est agitée. Il y a pas mal de sénateurs qui pensent qu'il faut changer de régime politique véritablement pour qu'on puisse aboutir à un exécutif, je dirais, constitué d'un président et d'un vice-président. Ces deux-là iraient en campagne ensemble, prendraient les engagements ensemble, et le président aurait la latitude de conduire les actions gouvernementales. Donc je crois que c'est une piste qui va être analysée lors des débats relatifs à l'amendement de la Constitution. Justement, nous allons largement parler de l'amendement de la Constitution après la pause, dans la seconde partie de l'émission, mais on parle encore remaniement du cabinet ministériel. Est-ce que Kedler Augustin a une représentation au sein de ce gouvernement en place? On sait que pas mal de sénateurs en ont. Et de députés également. Je n'ai pas de représentation au sein de ce gouvernement, mais la population, je crois qu'elle commence à s'habituer avec ma franchise et ma sincérité, et surtout mon courage. Lors de la formation de ce gouvernement, le président avait jugé bon de confier au parti PHTK le ministère de l'Éducation nationale. Et effectivement, j'ai été celui qui avait identifié M. Agénor, effectivement, le présenter au sénateur de la majorité, au sénateur de PHTK, pour qu'il puisse occuper la fonction de ministre de l'Éducation. Mais à dire que c'est moi qui l'ai mis, et je crois que ça a été un modèle pour moi. Un modèle parce qu'en fait, c'est quelqu'un que j'ai choisi, que je n'ai pas connu tellement véritablement. Je l'ai choisi à partir de l'idée qu'on m'a donnée de lui de rigueur. Et jusqu'à présent, je crois que je ne suis pas déçu de la rigueur. Et ce que la population doit retenir, le sénateur Augustin, qui a jeté le dévolu sur le ministre, n'a jamais tenté de corrompre ce ministre pour le dévier de la mission qu'il est en train de remplir pour la population. Au contraire, je l'encourage et j'en profite également pour lui souhaiter mes condoléances à l'occasion de cet événement tragique qui s'est arrivé au niveau de Saint-Lieu-du-Nord avec l'assassinat de sa sœur. Sénateur, vous venez de parler de tentative de corruption d'un ministre. Les mauvaises langues disent toujours que cette possibilité-là existe. Il y a des sénateurs, des députés qui font pression sur des ministres pour qu'ils nomment tel ou tel individu, etc. Donc, quel est l'intérêt a un sénateur, un député, pour se faire représenter au sein du gouvernement? Lorsque vous proposez un ministre, ou encore une personnalité pour qu'il devienne ministre, qu'attendez-vous d'elle, cette personnalité? C'est toute une question de radiographie de l'anthropologie politique haïtienne pour comprendre le fonctionnement psychologique de l'électorat. L'électeur haïtien, pour lui, le bon sénateur, le bon député est celui qui peut offrir des emplois. C'est celui qui a de l'argent et c'est celui qui peut montrer qu'il est zélé.
et à partir de ce moment qu'il est influent au niveau du pouvoir. Donc, et à partir de ce moment, cela devient un critère d'éligibilité au niveau du corps social. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'effacer ce critère au fur et à mesure. Et ce n'est pas une loi qui viendra effacer ce critère. Il faut un travail en profondeur au niveau de la conscience collective, au niveau du civisme de citoyens pour comprendre qu'un sénateur, pour bien comprendre la fonction d'un sénateur. Je ne peux pas répondre pour tous les sénateurs, mais à mon avis, avant même que je sois arrivé au Sénat de la République, je m'étais fixé comme objectif de donner une nouvelle formule. C'est pourquoi vous allez voir que je suis souvent sur la route Kafoujon-François Folleur pour aller contrôler ce travail et exiger les changements nécessaires quand il faut, faire les critiques nécessaires. Je suis toujours présent au niveau du Sénat pour suivre les séances dans le cadre de ma fonction de légifération. Il faut qu'on ait plus de modèles comme ça pour que finalement la population comprenne qu'il y a une autre façon d'exercer la fonction parlementaire. Et cette façon, c'est cette façon moderne qui est appliquée dans tous les pays, cette façon qui est prévue par la Constitution. Donc, c'est tout un effort d'éducation à faire pour changer cette façon, cette conception de la population. Parce qu'en fait, si ce changement n'est pas pour demain, quand même. Ce changement n'est pas pour demain, on ne doit pas se laisser emporter par le découragement. À chaque fois que vous avez la possibilité d'être au timon des affaires, ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer d'être un modèle. Pour que finalement on ait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à ce qu'on ait 28 à 30 sénateurs qui comprennent que la fonction du Parlement, c'est de payer sa présence au niveau du Sénat pour remplir sa fonction de légifération, d'être présent le mercredi pour le contrôle de l'action gouvernementale et d'aller sur le terrain également pour voir est-ce que les réformes, les chantiers du gouvernement. Par exemple, j'ai été à la Tortue pour visiter. Au même moment, mes militants m'ont appelé pour me dire qu'il semble que le débarcadère ne sera pas suffisamment solide. Et à partir de ce moment, je comprends que si cela ne se fait pas selon les normes de construction, ça va produire des problèmes à l'avenir. J'ai rapidement demandé d'arrêter les travaux et je me suis rendu avec mon ingénieur pour vérifier et j'ai vu que c'était bien. Donc, pour moi, la population ne comprendra pas que je fais mon travail parce qu'en fait, si il doit y avoir un problème au niveau de ce débarcadère, ça doit être après les 10 ans. Mais après les 10 ans, on dira qu'il y a eu des autorités qui n'ont pas pris leurs responsabilités et je crois qu'un parlementaire aurait dû être responsable parce que c'est lui qui a la mission de contrôler l'action gouvernementale. Donc petit à petit, la population commence à comprendre que le sénateur est là pour contrôler également. Donc il faut un travail, il faut faire appel à l'Église, aux appareils idéologiques, l'Église, la presse et surtout commencer au niveau des écoles également pour que la jeunesse que nous sommes en train de construire ait une nouvelle conception de l'exercice de la fonction parlementaire. Je reviens encore avec la même question, sénateur. Est-ce qu'il y a possibilité pour qu'un ministre proposé, suggéré par un député, un sénateur, soit télécommandé par lui? Soit télécommandé. Et je ne le dis pas, mais dans la pratique haïtienne, on a entendu dire qu'il y a des sénateurs puissants qui contrôlent. Vous n'avez jamais vérifié vous-même? Et je n'ai pas vérifié, je ne peux pas parler, mais il aurait fallu pour vérifier, il faudrait que je trouve un ministre qui m'en fait part, ou un sénateur qui m'en fait part, pour me dire, voilà mon cher, comment j'avais exercé mon influence sur le ministre que j'ai désigné. Mais le ministre peut me dire, voilà mon cher, ce que j'ai subi avec ce sénateur après avoir accepté ce poste. Pour ma part, je n'en connais pas, je ne peux pas en dire parce qu'on dit tellement de choses de l'institution parlementaire ces jours-ci. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité, le sénateur Kedler Augustin. On vient de parler remaniement du cabinet ministériel. À la seconde partie de l'émission, on va parler de l'amendement constitutionnel. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité, le sénateur Kedler Augustin. Sénateur, vous venez de le dire,
c'est un impératif qu'il y ait un remaniement du cabinet ministériel. Est-ce qu'il est un impératif que des changements soient opérés au sein de la Constitution, de la loi mère? Là, nous parlons d'amendement constitutionnel. Je crois que oui, il est un impératif pour tous les sénateurs, un impératif pour tous les députés, un impératif pour tous les politiciens de ce pays. Parce qu'en fait, quand on a la possibilité d'intégrer l'appareil étatique à quelque niveau que ce soit, je crois que c'est un privilège. Le privilège de servir. Et pour nous autres, servir la République actuellement ramène également à évaluer votre contribution à la recherche de cette stabilité politique en Haïti. Et quand on parle de stabilité politique, on doit avoir normalement la norme de référence qui est la Constitution. Les problèmes que nous sommes en train de vivre actuellement sont dus de la vie de la population, de la mauvaise foi des acteurs politiques. Mais pour un technicien, il y a certains problèmes qui sont inhérents à la Constitution également. Le problème de mauvaise foi peut être résolu plus difficilement parce que cela implique un travail au niveau de l'éducation de la population. Un travail sur l'homme. Sur l'homme. Mais le travail de l'amendement de la Constitution, c'est un travail qui est dévolu à des autorités bien précisées par la Constitution. D'ailleurs, l'initiative de l'amendement appartient aux deux chambres, c'est-à-dire au pouvoir, à la Chambre des députés, au Sénat et au président de la République. Donc, si nous estimons qu'il y a un problème au niveau de la gestion, de la gouvernance politique de ce pays, c'est tout à fait normal que ceux-là qui ont la possibilité d'intégrer ces structures initient le processus d'amendement. Et c'est l'idée qui est en gestation depuis quelque temps. Et au niveau de la Chambre des députés, une commission a été formée avec le président Jerry Tardieu. Et nous autres, au niveau du Sénat également, nous avons une commission qui est formée, et cette commission dont je suis le président également. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est la manière. Il faut dire est-ce qu'on va à un amendement en profondeur, c'est-à-dire remettre en question le régime politique, ou bien essayer de faire un amendement minima. Moi, je suis pour un amendement maxima, et beaucoup de collègues de cette commission et d'autres sénateurs qui sont intéressés à la question. Je parle du sénateur Sénatus, du sénateur Calmeur Atanta, du sénateur Sorel Jacinthe. Je parle également du sénateur Laurel Larèche, de la sénateur Dieudonne Étienne Lema. Donc, il y a une réflexion qui est faite pour qu'on arrive à accepter de réaliser un amendement maximal. Ce que la population doit comprendre, c'est que dans cette Constitution, le Parlement jouit de prérogatives exorbitantes. Donc, il va falloir ce dépassement de soi pour laisser son statut de politicien et se considérer comme un homme d'État. Le politicien voit son mandat, ses intérêts, sa réélection, ses influences sur la gestion réelle du pouvoir. Et le politicien voit également le progrès du pays. L'homme d'État voit le progrès du pays. Et à partir de ce moment, un amendement doit commencer d'abord par une prise de conscience au niveau de tous les acteurs impliqués dans ce processus pour dire que nous allons accepter de renoncer à certains privilèges que nous avons. Et c'est ce qui cause problème. Pour ma part, je crois que nous sommes arrivés à ce cas où les parlementaires dans l'ensemble, députés et sénateurs, doivent faire cet effort de dépassement de soi pour mériter, je dirais, l'honorabilité qui caractérise la fonction pendant un certain nombre de temps et qui est remise en question dans les opinions de plus d'un. Alors aujourd'hui, sénateur, quelles prérogatives faudrait-il enlever de la main des députés, des sénateurs, par exemple? Par exemple, je crois que nous devons accepter de nous contenter de notre fonction de contrôle que le président a en campagne avec son vice-président, comme dans un régime présidentiel, qu'il fasse des promesses et que celui-ci puisse diriger sans que ce soit le Parlement qui identifie ou bien qui ratifie. Le président Préval avait initié ce processus en
en enlevant une étape dans le processus de ratification du Premier ministre, ce qui a causé problème parce qu'en fait, le Parlement s'est dit, eh bien, on peut envoyer un Cambodgien, un Chilien comme Premier ministre parce qu'il y a certaines étapes qui ont été court-circuitées par rapport au dernier amendement proposé par le président Préval. Maintenant, je pense que nous devons rester dans notre fonction de contrôle. L'exécutif serait plus responsable et la population ferait le jugement au moment des élections. Je crois que ça peut être une bonne chose, le fait pour les sénateurs. Mais pour cela, cela veut dire que la population va devoir voter autrement. C'est-à-dire le sénateur, c'est celui qui prend la parole au Sénat, défend ses positions, défend la population qui l'a envoyé au niveau du Parlement. Donc ça va être ces critères seulement qui seront déterminants pour évaluer la capacité du sénateur et ce sera au bénéfice de la population. Parce qu'en fait, vous avez vu le processus de réforme enclenché par le gouvernement Moïse Lafontaine. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais on m'a dit beaucoup de chèques de zombies au ministère de la Santé publique, au ministère de l'Éducation, au niveau de la police. Ce qui signifie qu'il y a eu un Parlement qui a été préposé à ces fins pendant un certain nombre de temps. Parce que si on est en train de parler de corruption, c'est de la corruption également. Et nous autres, avec la Cour des comptes, nous avons cette mission d'assainir la gestion des différents gouvernements. Ça veut dire qu'il y a eu une démission qui remonte à... Le travail n'a pas été fait. Le travail n'a pas été fait. Et maintenant, pour nous autres, il faut accepter que pour contribuer à cette lutte contre la corruption qui est nécessaire au progrès économique et social de ce pays, nous devons renoncer à certains privilèges que nous avons pour mettre l'exécutif au pied du mur et offrir à la population une meilleure fenêtre d'évaluation lors des élections. Donc, en gros, vous êtes de ceux qui croient que le régime politique actuel est frappé d'obsolescence, qu'il faut aller vers la vice-présidence en Haïti et non un premier ministre. Oui, parce que en fait, le problème, c'est que quand vous voyez, par exemple, au niveau de la Constitution, on vous dit que le pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d'intérêt public. Les techniciens vous diront qu'il y a un problème au niveau, c'est l'article 111 de la Constitution. Il y a un problème et ça s'appelle l'initiative illimitée. Le pouvoir législatif a l'initiative illimitée de la loi. C'est-à-dire que pas de différence entre loi, les actes réglementaires et les actes législatifs. Les actes réglementaires, c'est décret, arrêté, tous les actes que l'exécutif peut prendre en termes de normes. Maintenant, quand on dit que le voile est sur tous les objets d'intérêt public, il y a un domaine réservé de l'exécutif qui n'est pas précisé. Et à partir de ce moment, on peut arriver à une situation où le Parlement prend des lois qui n'auraient pas rentré dans le cadre de son initiative. Donc, l'initiative de la loi, c'est le Parlement et l'exécutif, mais les lois relatives aux dépenses de l'État doivent être prises par l'exécutif, doivent être présentées au Parlement sous forme de projet de loi et non pas sous forme de proposition de loi. Mais qu'adviendrait-il si un sénateur propose une loi de finances, une loi qui augmente les taxes de l'État? On n'a aucun moyen parce qu'il dispose quand même de l'article 111 qui n'a pas été précis, même si la 111.2 a fait la différence. Donc, je crois, pour ma part, qu'il y a beaucoup de choses à faire et surtout avec cette question de conseil électoral qui pose problème. À chaque fois... Justement, avant de parler du conseil électoral tout court, je ne sais pas si c'est provisoire, c'est permanent, dans la logique des amendements constitutionnels. Voyons pour le président, il y a des observateurs, des membres d'organisations de la société civile. Là, je pense au pasteur Sylvain Exantus et, disons, la fédération protestante plutôt, qui croit qu'il serait mieux que le président puisse faire 2 mandats consécutifs. Parce qu'en court-circuitant l'action d'un régime, d'un gouvernement, ça pose problème. Où est-ce que vous vous situez dans ce débat? Je pense que le constituant a été prudent pour ne pas permettre à un président de briguer 2 mandats consécutifs. Parce que nous étions dans une sorte de dictature et nous avons craint le retour à la dictature. Et à partir de ce moment, on a dit que n'importe quel individu qui arrive comme président, il va avoir la volonté de vouloir rester indéfiniment parce que c'est ce qu'on a constaté
et avec les Duvalier. Et à partir de ce moment, il a été prudent de dire que si on offre la possibilité pour un président de se faire réélire de manière indéfinie, eh bien, ça va être une forme de dictature. Consécutive, pas indéfinie. Indéfinie. C'est-à-dire, pourquoi ne pas dire dans la Constitution qu'un président peut faire 2 mandats consécutifs et, mis à part ces 2 mandats, arriver au terme de ces 2 mandats. Comme cela se fait aux États-Unis. C'est fini. Comme cela se fait aux États-Unis. Je crois que, effectivement, la nation a besoin de ça. Oui. À un certain moment, c'était bon, oui. Mais maintenant, je crois qu'à l'étape où nous sommes, nous avons besoin d'un peu plus de stabilité parce que du point de vue psychologique, ça favoriserait la continuité de l'État. Ça va risquer non seulement la continuité de l'État, mais également lui, pour qu'il puisse revenir au pouvoir, il sait qu'il doit travailler. Il sait qu'il doit travailler. Donc là encore, le problème, c'est qu'en fait, même si du point de vue désintéressé, entre guillemets, vous et moi, nous avons constaté que c'est bon, mais la lecture politique des politiciens, c'est toute une autre chose. Et c'est la raison pour laquelle je dis tout simplement que la question de l'amendement d'une constitution est d'abord doit être faite par un négociateur. Vous n'êtes rien qu'un négociateur pour essayer de concilier les avis contraires, parce que tous les politiciens ne verront pas la question de cette manière. Il y a des choses qui vont dire, bon, c'est pour faciliter telle personne, étant donné qu'ils sont la gestion du pouvoir. Donc, ça va être difficile. Et c'est pourquoi il est toujours intéressant que quelqu'un qui se lance dans une perspective d'amendement de chercher le maximum de compromis avec les différents secteurs de la vie nationale pour que finalement, on ait la garantie que les amendements finalement proposés seront acceptés non seulement par le corps social, mais par les différents acteurs importants, c'est-à-dire l'exécutif et les 2 branches du Parlement. Et maintenant, voyons pour le Conseil électoral permanent. Il y a des gens qui estiment que la formule actuelle, la formule proposée par la Constitution amendée, est très mauvaise, en ce sens que c'est l'exécutif. Ce sont les 3 pouvoirs qui proposent des gens, des représentants au sein du Conseil électoral permanent. Il faudrait, selon ces gens-là, retourner à l'ancienne formule, à la formule du provisoire. En fait, la Constitution était obligée de prévoir cette institution provisoire pour permettre de rentrer dans la normalité constitutionnelle. Mais cependant, nous avons pu constater, au lieu d'avoir le Conseil électoral permanent prévu par la Constitution, nous avons de préférence la permanence des conseils électoraux provisoires. Et comment cela peut s'expliquer? Cela peut s'expliquer par le régime politique, le déséquilibre qu'il y a au niveau de ce régime politique. Comment peut s'expliquer ce déséquilibre? C'est parce que le constituant a voulu instituer un régime parlementaire. Mais le régime parlementaire qu'il nous offre au niveau de la Constitution n'est pas rationalisé, n'est pas équilibré. C'est-à-dire que pour que le régime parlementaire eût été équilibré, il aurait fallu que l'exécutif dispose de droits de dissolution sur le Parlement. Ça s'appelle le check and balance. C'est-à-dire que, en même temps que le président peut renvoyer, en même temps que le Parlement peut renvoyer le gouvernement ou un membre du gouvernement, l'exécutif également peut renvoyer le Parlement. Et étant donné que les 2 pouvoirs, dans ces 2 pouvoirs, l'un dispose des moyens d'action sur l'autre, c'est ce que les Anglais appellent le système de frein et de contrepoids, check and balance, eh bien, il aurait été obligé de s'asseoir autour de pour trouver le compromis. Et c'est de ce compromis que résulterait ce qu'on appelle la stabilité au niveau du gouvernement. Puisque c'est le Parlement seulement qui peut envoyer, maintenant l'exécutif n'a pas les moyens. Que fait l'exécutif pour se protéger? Cette recherche d'équilibre, parce que la vie est une question d'équilibre. Pour rééquilibrer, l'exécutif a étudié la Constitution. Il trouve que ces parlementaires, il doit avoir le contrôle de ces parlementaires pour que finalement il ait la possibilité de gouverner sans problème. Et pour avoir le contrôle des parlementaires, c'est avoir le contrôle de l'institution électorale. Voilà pourquoi il ne veut pas d'un conseil électoral permanent sur lequel il n'aurait pas beaucoup d'influence. Il préfère avoir la possibilité. Chaque exécutif veut créer son conseil électoral pour s'assurer que ceux-là qui vont arriver au Parlement ne vont pas déranger le fonctionnement du gouvernement. Et à partir de ce problème, qu'est-ce qu'il faut faire? On a essayé pour les élections, d'offrir la possibilité aux électeurs et à la population d'aller en justice.
sous la poussée des droits fondamentaux de la personne humaine. Donc, dans un premier temps, vous vous rappelez ce qui s'est passé avec la question de Siméus. Dans un premier temps, on avait dit que les décisions du Conseil électoral étaient passibles de recours par devant la Cour de cassation. On a enlevé ça. On a voulu maintenant créer un ordre juridique électoral au niveau de l'institution électorale elle-même. Quel est le problème que cela donne? Cela donne le problème d'être à la fois juge et partie. C'est-à-dire que ça s'appelle en droit constitutionnel le défaut de séparation des instances de décision et des instances de jugement. La même institution qui a pris la décision contre moi, c'est devant cette institution que je dois contester cette décision. Donc ça ne se fait pas en matière de démocratie. On fait des gymnastiques, on essaie de créer un BCEN, Bureau du contentieux électoral national, qui jouait le rôle d'un véritable cour de cassation, mais cependant ce sont encore les mêmes juges, les mêmes conseillers de l'institution électorale qui vont se convertir en juges. Donc la personne qui a pris la décision, c'est devant cette personne encore qu'on doit contester cette décision. Donc ça n'offre pas de garantie suffisante des droits politiques. Je crois qu'il faut des changements. Au niveau de la Constitution, nous avons, dans le premier amendement, parce que j'étais l'un des experts qui ont travaillé sur le premier amendement, ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être de voir comment est-ce qu'on peut confier à un autre organe distinct du Conseil électoral le traitement des dossiers électoraux, le traitement des contestations électorales. Par exemple, en France, c'est le Conseil constitutionnel, l'organe de contrôle de constitutionnalité qui... Que nous n'avons toujours pas en Haïti. Nous n'avons toujours pas. Mais prévu par la Constitution. Prévu par la Constitution. Il faut mettre en œuvre, conserver cette institution dans un éventuel amendement et offrir peut-être la possibilité à cet organe de juger en dernier ressort les contestations électorales, ce qui serait considéré comme une sorte de palliatif pour ce problème que nous avons constaté. Donc tout ceci, c'est pour vous dire, Georges, que la question de l'amendement de la Constitution est à la fois politique, mais elle est également technique. Il y a beaucoup de choix à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Cependant, c'est bon de vouloir obtenir la position de la population, mais il y a des aspects extrêmement techniques qui ne concernent que des techniciens, des personnes qui ont beaucoup d'expérience dans la vie politique de ce pays. On va mettre un terme à l'émission Sénateur, mais je ne vous laisserai pas partir sans vous demander, sans vous poser cette question. Combien de lois avez-vous déjà proposées au niveau du Sénat de la République? Et je vous laisse le soin, le champ de dire un mot à la population du Nord-Ouest. Merci. Justement, le sénateur Augustin n'a pas encore proposé de loi et au niveau, mais je travaille sur plusieurs lois dont je ne vais pas indiquer la teneur, la nature, parce que cela m'est arrivé déjà de commencer à travailler sur une loi et puis j'ai entendu qu'un sénateur gravi la tribune pour dire que lui, il a présenté une loi sur telle question. Bon, à partir de ce moment, je suis fort clos. Il m'a devancé, donc il m'a pris de vitesse. Et donc je suis... Ou on a volé votre idée. Oui, on a volé mon idée, mais cela n'avance pas véritablement. Mais on pense que cela aurait pu faire un boom au niveau de la société si j'ai commencé à travailler sur une loi sur la protection des consommateurs. Donc maintenant, peut-être que je n'étais pas suffisamment expérimenté pour comprendre comment les choses fonctionnent au niveau du Sénat. Quand j'ai mes idées, je les garde au moment de me présenter et sur le podium du Sénat, je gravis la tribune, sur la tribune du Sénat, je gravis la tribune pour présenter. Pour la population du Nord-Ouest, ce que je peux dire, c'est que j'ai commencé un travail au niveau du département. À un certain moment, j'ai été très hostile à mon ami président et également issu du même parti politique que moi, le président Jovenel, parce que j'avais le pressentiment que le Nord-Ouest avait été oublié encore, comme ça a été toujours le cas. Je l'avais dit lors des campagnes électorales avec le président de la République, la population du Nord-Ouest s'est vaillamment battue pour que Jovenel puisse arriver au timon des affaires, parce qu'il a voulu quelqu'un qui la connaît très bien, qui connaît ses misères, ses déboires, et prenne des décisions qui montrent que le Nord-Ouest fait également partie du territoire national. Et à partir de ce moment, j'ai été très dur avec l'exécutif, et on a vu que le président avait lancé la route Carrefour-Georges-Vincent-Folleur, et j'étais content, et depuis lors, j'exerce un contrôle régulier sur ce chantier, et sur plusieurs chantiers au niveau de Port-de-Paix, tels que le pont sur la rivière des Bars, le pont sur Ansa-Folleur également. Et maintenant, nous avons, parce que je suis originaire de la Tortue, et mis dans le budget de l'argent pour comment ça se dit, c'est la question d'urbanisme, j'ai oublié rapidement, pour le réaménagement urbain
pour rénovation urbaine, de l'argent dans le budget pour rénover la ville de la Tortue. Et je dis quand même qu'il y a un débarcadère qui est construit au niveau. Nous allons inaugurer ce débarcadère. Peut-être que le président m'a dit qu'il veut être là également pour qu'elle puisse aller. Ce sera pour moi un grand motif de satisfaction lorsque, pour lancer ma campagne électorale, j'étais accompagné du président de la République à la Tortue. Et maintenant, je serais très content d'être à ses côtés également pour aller inaugurer quelque chose qui peut être vital pour la population. Cependant, pour la caravane, il y a beaucoup de grogne au niveau de la population qui ne sentent pas véritablement que ce gouvernement fait quelque chose de sérieux avec les camions et les matériels que le président a déposés. Je vais le voir encore et avec la même rigueur parce que jusqu'à présent, on n'a pas la conviction que les choses marchent comme nous veut le faire croire l'opinion du président de la République quand il me rencontre. Il a de la volonté, mais quelque part, je crois que et c'est pourquoi il y a des ministres qui doivent partir. Il y a des ministres qui ne suivent pas le président, qui n'écoutent pas le président, à mon avis. Parce qu'en fait, écoutent peut-être les sénateurs et députés je ne sais pas, qui les avaient suggérés. Lorsque le président parle de la construction de la route Carrefour-Jean-François Folleur, on peut avoir l'impression qu'avant septembre, ça doit se terminer. Mais du train dont on va, moi également, l'implication que j'ai eue dans les interventions que je fais pour payer les ouvriers, ça finit par m'énerver. Je fais trop d'efforts. Je fais trop d'efforts pour que je sois obligé d'être là à chaque instant pour mettre la pression. Je crois que les ministres, ceux-là qui exécutent l'action du président de la République, doivent comprendre que c'est la priorité du président. Et à partir de ce moment, nous n'avons qu'à jouer notre rôle, c'est-à-dire d'inviter, de convoquer les ministres qui ne font pas leur travail. Je crois que pour la population du Nord-Ouest, je leur dis que je continue mon travail d'inspection pour qu'ils continuent à bénéficier de certaines choses auxquelles ils n'ont pas eu droit pendant plus de 2 siècles d'histoire. Et au niveau de Jean Abel qui va fêter son saint patron, je crois que je vais commencer également avec le bétonnage des rues, avec les 10 millions de gouttes qui ont été identifiés dans le budget. On m'avait offert la possibilité de choisir. J'ai estimé que cette partie du Nord-Ouest, le bas Nord-Ouest, n'est pas suffisamment prise en compte par le gouvernement et c'est la raison pour laquelle j'avais décidé. Il y a également un débarcadère que j'ai demandé au président, je lui ai parlé également. Il est d'accord, on va déplacer le débarcadère pour le construire à Morte-Saint-Nicolas parce que je me souviens lors de la campagne électorale, le président était allé apporter son soutien à la population après le cyclone. Eh bien, c'était très difficile d'atterrir, de trouver un moyen pour débarquer. Et à partir de ce moment, je me suis dit que la première chose à faire, c'est d'offrir la possibilité à un autre président qui voudrait apporter son soutien à la population de débarquer les marchandises, les services, je ne sais pas, les matériels qu'il apporte à la population en termes d'appui. Donc, je vais continuer à faire mon travail au niveau du département sans chercher de polémique. Mais cependant, je ne vais pas accepter que quelqu'un vienne nous dire que c'est lui qui a construit et que je ne suis pas pour rien. Non, je ne cherche pas de polémique. Je suis un néant droit de ce pouvoir. Je le dis, j'ai été dans les premières heures de la construction de ce pouvoir avec le président de la République. Je me bats énormément et la population en est consciente. Je suis également à la recherche de cette stabilité pour le président de la République qui peut faire alliance avec n'importe quel député à partir du moment qu'il est au Sénat, au Parlement. Donc, ce n'est pas seulement les sénateurs qui vont maintenir le gouvernement dans la stabilité, les députés également. Jusqu'à présent, le président dispose d'une majorité. N'importe quel député qui fait partie de cette majorité, j'estime que tout ce que fait le gouvernement dans le département, il doit être impliqué également. Il faut mettre fin avec ces tentatives de vouloir créer de la division entre des personnes désignées par la population pour la défendre et bien des fois, arriver au pouvoir, ces gens se battent entre eux et ne soucient pas de la misère de la population. Comme je l'avais dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on a la possibilité d'offrir une image différente, je le fais même si cela peut vous coûter très cher à l'avenir. Ce n'est pas parce que je sois un grand politicien, c'est peut-être parce que je ne suis pas un grand politicien que j'ai ces genres de comportements au niveau du pouvoir, mais je crois qu'il faut qu'il y ait des gens qui osent pour changer les choses. Merci, sénateur. Merci. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité, c'était le sénateur Kedler Augustin. Restez branchés, Métropole. Sur Métropole, vous ne serez pas mieux ailleurs. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole.
Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.